Quelqu'un ouvre la porte. La lumière du palier pénètre dans la chambre. Un homme entre. Sa silhouette à contre-jour. Il cherche l'interrupteur et le trouve. Le plafonnier et les lampes de chaque côté du lit double s'allument. Il pose ses bagages à côté de la porte et traverse la chambre en direction de la salle de bain. Soudain, juste au-dessus de sa tête, l'ampoule du plafonnier grille avec un claquement sec. L'homme s'effraie. Il s'effraie tellement que son cœur manque de lâcher. Il rentre sa tête dans les épaules et protège son visage de ses mains, comme s'il s'attendait à recevoir un coup. Il reste longtemps dans cette position. Trop longtemps. La façon dont il s'effraie laisse supposer qu'il lui est arrivé un jour quelque chose de terrible, qu'il n'a jamais pu oublier et dont il a toujours, des décennies après, une peur panique. Suzanne Pléchette, tu sais, elle n'est jamais rien devenue, jamais. Et pourtant, c'est de loin la meilleure dans tout le film. Elle est meilleure et plus impénétrable, tu comprends? Mais Suzanne Pléchette n'avait pas sa place dans le cinéma de l'époque, sinon elle serait devenue une star mondiale, comme Shirley MacLaine. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a joué chez Hitchcock. Les héroïnes d'Hitchcock sont toutes blondes. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle, Pléchette, dans ce film? Qu'est-ce qu'elle est? Maîtresse d'école. Et malgré ça, elle réussit à dégager un tout autre type de sexualité. On ne lui a tout simplement laissé aucune chance. Aucune chance. Elle connaît ses histoires par cœur. Ses théories sur Tippi Hedren, Shirley MacLaine et sur Suzanne Pléchette, la maîtresse d'école aux cheveux noirs dans Les Oiseaux de Hitchcock, et elle ne veut plus les entendre. Mais elle sait qu'il sera difficile de changer de sujet sans se disputer. Elle n'aurait rien contre le fait de se disputer ou de prendre ses clics et ses claques et de foutre le camp tout simplement, mais elle est fatiguée et légèrement ivre. Excuse-moi de t'interrompre une minute, pardon. Sans ça, j'arriverai pas à me concentrer, je n'arriverai pas à me sortir cela de la tête. Il s'appelle comment, déjà, le type avec qui on a discuté, celui qui travaille pour cet énorme cabinet? Marcos ou Carlos? L'Argentin Carlos. Carlos. Et pas Marcos? Bien sûr, Carlos, tout à coup, j'étais tellement saoule. Mais alors tellement pété, je crois que j'ai tout le temps appelé Marcos sans le faire exprès. Dans un premier temps, je crois qu'il s'en est pas rendu compte, mais plus tard, il n'a pas arrêté de se moquer de moi. Ah oui? Ouais. C'est pas bien grave, mais quand même assez gênant. Marcos. Peut-être qu'il essayait tout simplement de te draguer. Comment ça, tu étais à 3 mètres de nous et en plus il savait qu'on est ensemble? Je ne sais pas si c'était clair pour lui qu'on est ensemble. Si? C'était clair pour lui? J'en suis pas sûr. Un petit coléoptère de forme allongée, marron. Sort à la tombée de la nuit, sans doute des arbres ou du sol. Se sert mal de ses ailes, le vol est plutôt maladroit. Mais les êtres humains l'attirent. Ils recherchent visiblement le contact avec la peau humaine. En soi, le coléoptère est inoffensif. Mais quand il panique, quand par exemple on le coince par mégarde dans le pli de son bras, il sécrète un liquide corrosif qui brûle la peau humaine. En quelques minutes, de grosses cloques se forment sur la peau, qui finissent par éclater. Les plaies purulentes ainsi formées font extrêmement mal, et ne guérissent que très lentement. Le problème est, il
coléoptère n'existait pas ici. Les entomologistes affirment qu'habituellement, cet insecte ne vit que dans certaines régions d'Australie bien particulières. La question est, comment ce coléoptère parvient-il à survivre dans les conditions climatiques d'ici? Au fond, il n'y a que deux réponses possibles à cette question. Soit notre climat a changé, et le coléoptère serait une sorte de signe avant-coureur du réchauffement global de la planète. Soit le coléoptère a changé, et il serait le fruit d'une mutation génétique. Mais comment une telle mutation s'opère-t-elle? Et quel chemin emprunte-t-elle pour parvenir jusqu'ici? Du jour au lendemain, le coléoptère était là. Et depuis, il revient tous les ans à la mi-juillet. Chaque année, il y en a davantage. Même les hivers rigoureux ne changent rien à l'augmentation d'année en année du nombre de ces coléoptères. Pendant 2 semaines, il constitue un véritable fléau. À la tombée du jour, il se pose sur le cou des gens et sur leurs yeux. Ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Après les gros orages de la mi-août, tout est terminé. Soudain, le coléoptère disparaît, sans laisser de traces, pour ne ressurgir que 12 mois plus tard, du néant. Personne ne voulait s'en aller, personne. Toi, tu voulais t'en aller. Les gens commençaient tout juste à danser. T'imagines un peu l'ambiance qu'il y a là-bas maintenant? C'est complètement débile, ils ne racontaient plus que de grosses conneries tous. Alors pourquoi n'es-tu tout simplement pas parti? Tu veux que je te le dise? Littéralement de jalousie. Parce que tu avais la trouille que je puisse commencer quelque chose avec le juriste argentin. Mais tu n'y crois pas toi-même à cette histoire, mon Dieu. Ce n'est vraiment rien d'autre que le cliché d'un cliché. Oui, mais ce cliché a une queue. Je n'avais qu'à emmener cette silke de l'université que tu as bassinée toute la soirée. Je ne suis tout de même pas conne. Si je suis conne. Je suis tellement bête. Je te laisse me taper sur les nerfs jusqu'à ce que tu arrives à tes fins. Me faire monter dans un taxi alors que je n'avais pas la moindre envie de partir. Alors pourquoi est-ce que je suis partie? Tu voulais partir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'avais, contrairement à toi, des discussions tout à fait passionnantes. Hé, attends, tu vas où? Tu vas où? Moi, je retourne à la fête puisque je n'ai jamais voulu en partir. Tu es bourré. Possible, tant mieux. Reste là. Certainement pas. Mais alors va te faire baiser par cet Argentin et ce sera pas la première fois. Mais ne crois pas que je ne suis pas capable, moi aussi. Je t'ai souvent trompé ces 2 dernières années. J'ai baisé un si grand nombre de fois que même dans tes rêves, ça n'existe pas. Mais tu sais quel est mon avantage, moi? Je n'ai pas besoin de raconter d'abord toutes ces saloperies. Je me contente de sortir l'argent et de le poser sur la table. Et si un jour je n'ai pas envie de payer, je me prends une des stagiaires au boulot et je la baise dans mon bureau. Un homme est debout dans une chambre et tente d'ouvrir une porte de salle de bain fermée de l'intérieur. Il est debout là, sans mot dire. Puis il prend son élan et se jette, épaule la première, contre la porte, comme dans les films. Mais la porte ne cède pas. Ça fait mal, ça fait beaucoup plus mal que ce qu'il croyait, mais l'épaule n'est pas cassée. Il retourne à son point de départ, attend un moment, puis se jette avec l'autre épaule contre la porte. Rien ne se produit, aucun changement. Il réessaye. Cette fois-ci, il est ivre de douleur. Pendant quelques instants, il voit 36 chandelles, et tout son corps est trempé de sueur en l'espace d'1 seconde. La porte ne cède toujours pas. Il recule en titubant d'1,5 mètre et se jette une nouvelle fois contre la porte. Toujours sans résultat. Au début, les traces de sang sur la porte sont à peine visibles. Lui ne voit presque plus rien. Il essaye encore et toujours, et à chaque fois, la tache rouge sur la porte, à hauteur d'épaule, grandit. Le sang finit par couler en 2 lignes minces et droites le long de la porte. L'homme retire son veston noir. Sa chemise est imbibée de sang. Il se jette une dernière fois contre la porte et glisse le long de celle-ci jusqu'au tapis.
il laisse une large traînée rouge sur la porte. Tout à coup, je me rappelle de tout. De tout. De chaque détail. Du moindre moment de ma vie, je peux m'en rappeler d'un coup. De chaque conversation, de chaque mot, de chaque son. Dans mon souvenir, je peux également me transporter où je veux dans le passé, à chaque endroit où j'ai été. Au lac de Seeburg. Dans 3 jours, c'est mon 6e anniversaire. Il fait chaud, on est en plein été. Je suis dans l'eau et je joue à être un crocodile. Seuls mes yeux dépassent de l'eau. J'entends les oiseaux gazouiller. C'est l'après-midi. Mes 2 grands-tantes sont venues en visite. Les 2 sœurs de ma grand-mère, mortes il y a 2 ans déjà. Je suis dans l'eau et sur la rive sont assises les 3 femmes qui discutent en buvant le café d'une thermos et en mangeant du gâteau. Malgré la chaleur, elles boivent du café. Tout comme ma mère, mes grands-tantes sont de grandes buveuses de café. J'entends leur voix. L'eau est fraîche, les grandes-tantes rient. Cet après-midi-là, à cause de mes longues jambes maigres d'enfant, j'hérite du surnom qui ne devait plus me quitter. La sauterelle. Mes grands-tantes riaient toujours beaucoup. Elles riaient toute la journée et chantaient des cantiques qu'elles se rappelaient de leur enfance. Elles étaient toujours de bonne humeur. En tout cas, c'est le souvenir que je garde d'elles. Toutes 2 avaient perdu tôt leur mari, bien trop tôt, et elles ne s'étaient jamais remariées. Ni l'une ni l'autre n'a d'enfant, et c'est pourquoi je me sens particulièrement importante, en tant que petite fille de leur sœur, ma grand-mère. Après la mort particulièrement précoce de leur mari, survenue à quelques mois d'intervalle à peine, les 2 sœurs étaient restées ensemble. Elles vivaient même ensemble et plus tard, grâce à leurs économies, elles s'achetèrent à 2 une modeste maison avec un petit jardin. Elles restèrent ensemble toute leur vie, jusqu'au jour où l'une d'entre elles mourut, à 75 ans, et que l'autre, tante Rike, comme on l'appelait, continua de vivre seule dans la petite maison. C'était en septembre. Un mois auparavant, j'avais fêté mes 14 ans. Ma mère était à l'intérieur en train de téléphoner et nous étions assises dans le jardin sur des chaises branlantes entre les roses et les dahlias qu'elle cultivait en si grand nombre. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'humour, dit-elle tout à coup, à brûle-pourpoint. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'humour. Et qui ne sait pas rire de soi, n'en a pas. Et les gens qui n'ont pas d'humour, ajouta-t-elle après un bref silence, nous avons toujours essayé de les éviter. Parce qu'ils vous font du mal. C'est la dernière fois que je l'ai vu, dans le chemisier à fleurs que ma mère lui avait apporté. Il lui faut un nouveau chemisier, voyons, elle ne va plus dans les magasins alors qu'elle continue à vivre seule. Elle dit qu'elle n'a plus besoin de rien. Voilà ce qu'elle m'a dit ce jour-là, comme pour me dire adieu. Le plus important dans la vie, c'est l'humour. Et qui ne sait pas rire de soi, n'en a pas. Un temps bref. Et les gens qui n'ont pas d'humour, nous avons toujours essayé de les éviter parce qu'ils vous font du mal.
souvent devant moi dans son jardin. Et je sais que c'est exactement à ça que j'ai pensé quand beaucoup plus tard, à 52 ans, je me suis retrouvée face à mon mari qui ne voulait pas me laisser franchir la porte de notre appartement. Il était debout devant moi, le dos à la porte, et il a dit « Je ne permettrai pas que tu t'en ailles. » Et moi, j'ai répondu « Si. Tu le feras, tu ne pourras pas l'empêcher, tu le sais aussi bien que moi. Parce que tu ne pourras pas rester éternellement planté là. » Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que je suis venu ici, l'ampoule a grillé juste au-dessus de ma tête. Ah oui? Oui, juste au-dessus de ma tête et j'ai failli mourir de peur. Pauvre chou, va. Ouais. C'était terrible. Viens là. C'est bien que tu sois venu avec moi.